Bonjour, alors j'espère que vous allez bien. Donc, nous sommes arrivés au dernier chapitre du cours de biologie moléculaire, à savoir la traduction de l'ARN messager chez les eucaryotes. Maintenant, au cours de ce chapitre, nous allons voir les différents éléments impliqués dans la traduction qui se fait au niveau du cytoplasme. Donc, nous allons voir et nous allons parler de l'ARN messager, des ARN de transfert, des acides aminés, des ribosomes qui sont constitués d'ARN ribosomiques et de protéines et qui sont des usines à protéines. Et nous allons parler également des enzymes qui sont impliquées dans la synthèse des protéines. Donc, n'oubliez pas que et tout au cours du semestre, nous avons eu à étudier les acides nucléiques, la conservation de l'information génétique et l'expression de cette information. Donc, la conservation de l'information génétique se fait par la duplication ou encore la réplication de l'ADN, alors que l'expression de l'information génétique se fait par d'abord la transcription et ensuite la traduction. Donc, l'ADN, c'est le dépositaire physique, chimique de l'information génétique. L'ADN est formé d'unités informationnelles qu'on appelle gènes et les gènes renferment l'information nécessaire à la synthèse d'une ou de plusieurs protéines selon le mécanisme d'épissage. Selon le mécanisme d'épissage, on a vu ça la semaine dernière. Donc maintenant, cette information, avant qu'elle aboutisse, avant qu'elle n'aboutisse à la protéine, elle doit passer par l'ARN messager. Cette information doit être décodée. Donc l'information contenue dans l'ADN est codée, ok? Mais ce décodage va se faire à travers ce qu'on appelle le code génétique qui est constitué d'un ensemble de codons, des triplets de base, mais qui correspondent à des acides aminés, donc à l'exception des codons stop et du codon initiateur. Donc, nous allons, et à travers ce chapitre, parler de tout ça. Alors, ici, en introduction, qu'est-ce qu'on dit? Dans la réplication et la transcription, le transfert de l'ADN, de l'information génétique, nécessite une matrice d'ADN pour produire un acide nucléique. Donc, et on a déjà parlé de réplication, on a déjà parlé de transcription. La réplication, c'est la copie de l'ADN. La transcription, c'est la copie de l'ADN en ARN et cette copie, en réalité, nécessite une matrice, c'est-à-dire un brin d'ADN parental, qui servira de base pour la polymérisation de notre chaîne nucléotidique, soit ADN, soit ARN. Ce n'est pas le cas pour la traduction. Donc, pour la traduction, donc, la matrice d'ADN n'est pas nécessaire puisqu'il ne s'agit pas de polymériser des acides nucléiques, des nucléotides, mais plutôt la traduction consiste à la polymérisation d'acides aminés, ok, la polymérisation d'acides aminés pour aboutir à un produit final qu'on appelle polypeptide, par exemple insuline, ou encore protéines, par exemple collagène. Dans ce cas, la matrice d'ADN n'est pas nécessaire
mais c'est une matrice d'ARN. L'ARN messager qui va être utilisé comme matrice. Donc, dans le cas de la réplication et la transcription, c'est une matrice d'ADN qui est utilisée, mais dans le cas de la traduction, c'est une matrice d'ARN. Donc, il s'agit de l'ARN messager qui est porteur de l'information nécessaire à l'utilisation du code génétique pour produire au final un polypeptide ou une protéine. Donc, la traduction est la deuxième phase de l'expression génétique. Donc, l'expression génétique, c'est quand un gène est converti en protéine. L'expression génétique, c'est quand un gène est converti en protéine. Maintenant, cette conversion, comme je l'avais dit au départ, se fait en deux étapes. Il y a d'abord la transcription et ensuite il y a la traduction. Donc, la transcription a lieu au niveau du noyau. Donc, l'ARN messager qui en résulte donc, doit être transporté jusqu'au cytoplasme pour pouvoir être utilisé dans la synthèse d'une protéine. Donc, la traduction correspond au fait que l'ARN messager est traduit en protéine. Donc, il y a passage de séquences de nucléotides à des séquences d'acides aminés par respect du code génétique. Donc, le code génétique, en fait, c'est ce code qui va permettre, en fait, l'interprétation des nucléotides parce que les triplets de nucléotides ou encore le code génétique va établir la correspondance entre les triplets de nucléotides de l'ARN messager et les acides aminés. N'oubliez pas qu'on va parler de codons. Les codons, en fait, ce sont des triplets de nucléotides et les triplets de nucléotides, à l'exception de 4 triplets, donc correspondent à des acides aminés. Le code génétique, en fait, c'est un code qui permet la conversion d'une séquence de nucléotides, un triplet, que cette séquence est un triplet. Alors ici, une séquence, c'est pas nécessairement un triplet, mais c'est, en fait, la conversion, effectivement, et le principe, c'est que un triplet de nucléotides correspond à un acide amine. Maintenant, ici, c'est d'une façon générale, c'est la conversion d'une séquence de nucléotides en séquence d'acide amine. Donc, le code implique des bases ACTG, adénine, cytosine, thymine et guanine, ainsi que les 20 acides aminés. Alors, quelles sont les caractéristiques du code génétique? Le code génétique possède différentes caractéristiques. Les codons, donc le code génétique, c'est un ensemble de codons qui établissent la correspondance entre les nucléotides d'un acide et d'un ARN messager et des acides aminés. Les codons sont des triplets de nucléotides et ils codent pour un acide aminé. La séquence du gène et la séquence de la protéine codée sont colinéaires. La séquence du gène et la séquence de la protéine codée sont colinéaires. Cela veut dire que mais la séquence des nucléotides, c'est-à-dire l'ordre dans lequel les triplets se disposent dans le gène, mais cet ordre va être respecté, l'ordre des triplets va être respecté dans la protéine. Si le premier triplet correspond à méthionine, dans la protéine, il faut avoir à l'extrémité
N-terminal, ok, mais méthionine. Sinon, il y a erreur, la protéine ne correspond pas au gène donné. C'est-à-dire que la longueur du gène et la longueur de la structure primaire de la protéine finale sont proportionnelles. Bon, là, on met des points d'interrogation. Il faudra effectivement et revoir excusez-moi, cette séquence parce que on sait que la longueur. Alors, j'ai l'impression qu'on dirait que la longueur de la RN messager, parce que dans le gène, il y a les séquences introniques qu'il faut. Alors, c'est pas dans le gène, il y a les séquences introniques et ces séquences introniques sont également transcrites. On retrouve ces séquences introniques dans le transcrit primaire. OK, dans le transcrit primaire, quand je parle du transcrit primaire, je fais référence à l'ARN pré-messager, l'ARN immature. Et on sait bien tous que cet ARN messager immature doit subir des modifications post-transcriptionnelles, notamment donc l'excision des introns. Cela veut dire que la longueur de la protéine ne correspond pas ni au gène, ni à l'ARN messager et immature ou bien primaire. Donc, la longueur de la protéine mais correspond de préférence à l'ARN messager fonctionnel, l'ARN messager mature. Donc là, et il faut corriger ici parce que dans un aucun cas, ok, c'est la séquence de la RN messager et la séquence de la protéine codée qui sont colinéaires. Ok, dans un aucun cas, la séquence du gène ne peut pas être, ne peut pas avoir la même longueur que la structure primaire de la protéine finale. Ok, ensuite, on dit le code génétique est universel. Mhm. Alors, quel que soit, et quand on dit universel, c'est quel que soit l'être vivant considéré, donc ce code est applicable dès qu'il s'agit de traduction. En effet, chaque acide aminé dispose d'un ou de plusieurs codons, et ceci au niveau d'une multitude d'organismes vivants, prokaryotes et eucaryotes. Donc, vous allez voir que le code génétique est dégénéré parce que, mais il y a à peu près 3 fois plus de codons que d'acides aminés. Donc, on a 20 acides aminés, mais par contre, le code génétique possède 64 codons. Donc, il y a 3 fois plus de codes. Donc, c'est pourquoi on dit le code génétique est dégénéré. Et pourquoi? Mais c'est parce que il existe plusieurs codons pour un même acide aminé. Le code génétique est redondant ou dégénéré. Plusieurs codons codent pour un même acide aminé. On trouve 64 codons et 20 acides aminés. Souvent, ce sont les deux premiers nucléotides du codon qui définissent l'acide aminé. La redondance est donc due au troisième nucléotide du codon. La redondance, donc c'est dû au troisième nucléotide du codon. Le code génétique est non chevauchant. Les nucléotides d'un codon ne participent qu'au code d'un seul acide aminé.
Ainsi, le prochain acide aminé sera codé par le prochain codon présent sur l'ARN messager. On parle de cadre de lecture. Donc, la lecture se fait par un triplet, par triplet de nucléotides. Donc, si vous avez 6 nucléotides, mais les 3 premiers correspondent à un acide aminé et les 3 derniers correspondent à un autre acide aminé. Mais par contre, si vous dites et 1, 2, 3, c'est un acide aminé, ensuite 2, 3, 4, un autre acide aminé, donc vous allez voir que entre le premier acide aminé et le deuxième, 1, 2, 3, 2, 3, 4, il y a l'acide aminé 2 et 3 qui sont communs aux deux, le triplet 1, 2, 3 et 2, 3, 4. Donc, vous allez voir entre ces deux codons, entre ces deux triplets et deux nucléotides. Donc, il y a deux nucléotides communs, c'est 2, 3. Non, ce n'est pas ainsi. Donc, c'est 1, 2, 3, un acide aminé, 2, 3, 3 et 4, 5, 6, un autre acide aminé, 7, 8, 9, un autre acide aminé. Donc, le code génétique est non chevauchant. C'est-à-dire que les triplets ne se rencontrent pas. OK? Ne se superposent pas. OK? Les triplets ne se superposent pas. OK? Voilà, je vais vous montrer ça par un schéma. Et voilà, ici, c'est un triplet, un acide aminé, un autre, un acide aminé. Mais, par exemple, on avait pris exemple 1, 2, 3, 4, 5, et puis 6. Donc, ici, on a 6 nucléotides. Donc, maintenant, le principe, c'est que les 3 premiers correspondent à un acide aminé, c'est fini, et puis les 3 dernières correspondent à un acide aminé. Ici, c'est non chevauchant. Mais par contre, si on se basait et si on dit que, on dirait que le code génétique est chevauchant, mais voilà comment cela se passerait. Donc, on aurait ici 1, 2, 3, un acide aminé. Ensuite, on aurait 2, 3, 4, un autre acide aminé. Ensuite, on aurait 3, 4, 5, 6, un autre acide aminé. Après, on aurait 4, 5, 6, un acide aminé. Donc, si c'était chevauchant, avec 1, 2, 3, avec les 6 nucléotides, on aurait 1, 2, 3, 4 acides aminés. Mais le fait que le code génétique est non chevauchant, eh bien, c'est uniquement des triplets. Donc, si on commence avec 1, donc il faut prendre 1, 2, 3, c'est fini. Donc, ces nucléotides ne vont pas participer à la formation d'un autre acide aminé. Donc, ces nucléotides correspondent à un seul acide aminé. Donc, ces nucléotides n'ont rien à voir avec d'autres acides aminés. Donc, si vous voulez un autre acide aminé, donc il faut aller à 4, 5, 6. Donc, j'espère que vous comprenez cette propriété du code génétique. Quand on dit le code génétique est non chevauchant. Les nucléotides d'un codon ne participent qu'au code d'un seul acide aminé. Ainsi, le prochain acide aminé sera codé par le prochain codon présent sur l'ARN message. Le code génétique possède un système de ponctuation. Donc, il y a des codons qui démarrent et des codons, le codon initiation, ok, codon initiateur. C'est comme on dit, par exemple, la phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Donc, il y a des virgules, etc., des ponctuations qu'il faut utiliser dans la phrase. Eh bien, c'est de même pour le code génétique. Donc, il y a un codon, quelle que soit la protéine, c'est ce codon qui démarre, qui commence l'initiation. C'est ce codon qui commence l'initiation. Et puis, il y a des codons aussi qu'on appelle codons de terminaison. Il y en a 3, c'est UAA, le codon UAA, le codon UAG, le codon UGA
OK? Donc, ce sont ces codons qui sont utilisés pour démarrer et pour terminer la traduction. Donc, le codon d'initiation est le codon AFG. C'est GUU pour la mitochondrie. Donc, il y a trois codons de terminaison. Donc, à rappeler que UGA donc, n'est pas présent au niveau de la mitochondrie. Voici le code génétique. Le code génétique ici. Voici le code génétique. Donc ici, on reprend les caractéristiques du code génétique. Le code est spécifique, un codon, un acide aminé, un codon correspond à un acide aminé, mais un code génétique dégénéré, un acide aminé peut être codé par un acide codon. Le code est ponctué, donc il y a un codon initiateur et il y a trois codons stop. Donc maintenant, le code génétique correspond à 64 codons. Donc, 4 codons ne correspondent pas à aucun acide aminé, mais il y a 60 codons pour les 20 acides aminés. En fait, regardez bien comment on a disposé les bases pour obtenir les codons. OK, de ce côté, on a U, C, A, G, U, C, A, G, OK, U, C, A, G. On a U, C, 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 A, G, 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 G. OK, ici on a U, C, A, G, et on répète ça quatre fois. Et donc, les codons, en fait, c'est des triplets de nucléotides. OK, les codons sont des triplets de nucléotides. Donc, ici, vous avez la première position. OK, vous avez la première position, deuxième position, et puis troisième position. Donc là, voilà, on va essayer de comprendre. Donc ici, U, c'est comme si on fait une multiplication. U fois U, ça donne U. U fois U. Ici, on est au deuxième. OK? Première ligne. Voilà. Donc, on va considérer la première ligne. Donc, pour la première ligne, on commence avec le premier U ici. Premier. Donc, U fois U, on a ici U. Maintenant, première ligne, deuxième colonne. OK, première ligne, deuxième colonne. U, première position. C, deuxième position, vous voyez. Et puis U, troisième position. Première ligne, troisième colonne. U. Et puis, première ligne, quatrième colonne. G, quatrième colonne. OK? U, première ligne. Et on revient ici. Deuxième ligne maintenant. Première colonne. U. U fois U, ça donne UU. Et puis C de ce côté. C'est pas C ici, puisqu'on est à la deuxième et à la première colonne, deuxième ligne. Donc, on n'est pas encore au niveau de la deuxième colonne. Donc, c'est C. Donc, C, c'est troisième position. Donc, il faut aller chercher C à la troisième position. Ici, voilà, c'est de cette façon que le code génétique est organisé. Donc, si vous arrivez à disposer les nucléotides de cette façon, et les nucléotides sur le fond jaune, donc vous pourrez facilement y trouver les 64 codons, même s'il n'est pas vraiment difficile de mémoriser et la correspondance entre tous les codons et les acides amines. Mais ce qu'il faut retenir, il faut savoir que il y a un codon stop, c'est un codon initiateur, c'est UAG, et puis il faut retenir également les trois codons stop, UAA, UAG et puis UGA. Alors, et voilà ici
les deux premiers correspondent à phénylalanine. Le signe ici, sérine, 4 codons pour sérine. Il y a 6 codons pour sérine. Et pour le signe, y a-t-il combien? Pour le signe, il y a 4. Il y a 2, seulement 2. Phénylalanine, il y a combien? Il y a 2, je crois. Le signe, oh non, le signe, il y a beaucoup plus. Oui, le signe, il y a 6. Voilà. Le signe, il y a 6 codons. Isoleucine, il y a 3 ici. Voilà, il y a beaucoup d'informations ici. Les codons stop, UAA, UAG, codons stop, UGA, tryptophane, ici. OK, ici c'est tyrosine, lysine, arginine, sérine, asparagine, acide aspartique, acide glutamique, glycine, alanine, valine, méthionine, codon et initiateur, et puis quoi d'autre? Lysine, etc. Voilà. Maintenant, quels sont les différents acteurs qui sont impliqués dans la traduction? Donc, il faut mémoriser ces acteurs. C'est important. C'est important de mémoriser les acteurs. Vous avez d'abord l'ARN messager qui est le porteur de l'information génétique sous forme de nucléotides. Vous avez les ribosomes qui constituent le laboratoire dans lequel la synthèse va être réalisée. Il y a les ARN de transfert qui sont les transporteurs d'acides aminés. Il y a les acides aminés qui sont les blocs, les briques qui vont être associés les uns et après les autres pour former la protéine. Vous avez les aminoacides ARNT synthétase qui vont fixer les acides aminés sur les ARN de transfert. OK, à l'extrémité 3'OH, à l'extrémité 3'OH, et puis vous avez les facteurs d'initiation, les facteurs d'élongation et les facteurs de terminaison. Donc, que ce soit la duplication, que ce soit la transcription et la traduction, donc ces facteurs sont toujours présents, ces facteurs sont toujours là et le plus souvent, ce sont des protéines. Amen. Nous allons parler de ces facteurs rapidement. Nous avons déjà parlé des ribosomes. Donc, les ribosomes, comme vous le savez, ce sont des complexes ribonucléoprotéiques, OK? Donc, formés de 1 tiers de protéines et de 2 tiers d'ARN, d'acide ribonucléique, OK? Ce sont des usines à protéines, OK? Ce sont des usines à protéines. Donc maintenant, les ribosomes, que ce soit chez les prokaryotes, que ce soit chez les eucaryotes, sont constitués d'une petite sous-unité et d'une grande sous-unité. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ces sous-unités ne sont pas toujours associées. Donc les sous-unités s'associent au moment de la synthèse des protéines. OK, après la synthèse des protéines, il y a dissociation. L'association va se faire au moment de la synthèse de la protéine. Donc, les sous-unités sont libres en absence de toute synthèse de protéines. OK? Donc, les ribosomes eucaryotes constante de sédimentation 80S, la vitesse à laquelle les ribosomes sont sédimentés, c'est ça, constante de sédimentation. Donc, ces ribosomes sont constitués d'une petite sous-unité 40S et d'une grande sous-unité de 60S. OK? N'oubliez pas que les constantes de sédimentation ne sont pas additives. La sous-unité 40S est constituée d'un ARN
18S et de 33 protéines. Ok, la sous-unité de 60S est constituée des ARN, de 3 ARN. Yon nan ARN yo gen constante de sédimentation 28S, l'autre 5,8S et l'autre 5S ainsi que 49 protéines. Donc les ribosomes, grâce à la RN28S qui est un ribozyme, la RN28S est un ribozyme, c'est-à-dire un enzyme constitué d'acide nucléique. Donc, on dit toujours, souvent que toutes les enzymes sont des protéines, à l'exception des ribozymes, c'est-à-dire des enzymes constituées d'acides ribonucléiques. Ah, mais c'est les ribosomes, grâce à la RN28S, catalysent la formation de la liaison peptidique entre la chaîne polypeptidique en croissance et l'acide aminé chargé sur la RNT sélectionné. Ok, maintenant parlons des ARN de transfert. Et alors, c'est un rappel, parce qu'on a déjà vu ces structures. Et structure des ARN de transfert et ARNT isoaccepteurs. Les ARN de transfert ont une structure secondaire en forme de trèfle à 3 feuilles et une structure tertiaire en forme de L à l'envers. Lors du mécanisme de traduction, il y a un appariement antiparallèle entre la RN messager et la RN de transfert. Et cet appariement se fait au niveau de l'anticodon. La RN de transfert possède un triplet qu'on appelle anticodon au niveau de la boucle de l'anticodon. Et cet anticodon établit la correspondance entre le codon de la RN messager et l'acide aminé. N'oubliez pas que les triplets de nucléotides des ARN messagers correspondent à un acide aminé. Mais l'acide aminé, étant donné que l'acide aminé est transporté par la RN de transfert, mais la RN de transfert doit pouvoir identifier le codon de l'ARN messager qui correspond à l'acide aminé qu'il transporte. C'est extrêmement important. Donc, les codons, n'oubliez pas que l'ARN messager, c'est un polynucléotide. Donc, c'est-à-dire qu'il est formé de plusieurs nucléotides et chaque 3 nucléotides, un triplet de nucléotides correspond à un acide aminé dans l'ARN messager. Maintenant, l'ARN de transfert apporte et transporte les acides aminés, mais cet ARN de transfert doit pouvoir faire la correspondance entre l'acide aminé qu'il transporte et le triplet correspondant dans de l'ARN messager. Et cette correspondance se fait via un codon présent dans l'ARN de transfert qu'on appelle anticodon. Donc, l'anticodon va se lier de façon antiparallèle et complémentaire à un codon de l'ARN message. Donc, la liaison, si la liaison est possible, cela veut dire que l'ARN et l'acide aminé est se trouve à la bonne position. Il existe une flexibilité dans l'appariement des bases en position 3 du codon et en position 1 de l'anticodon. Cette flexibilité s'appelle Robert. C'est ce qu'on appelle l'appariement bancal. L'appariement bancal. Maintenant,
Pourquoi 3,1? N'oubliez pas que il s'agit de trois acides aminés. Donc, puisque l'appariement se fait de façon antiparallèle, donc, disons que dans l'ARN messager, si vous avez un, 2, 3, eh bien, l'anticodon qui possède aussi trois nucléotides, les mêmes a 3, 2, 1. Donc, c'est un, 2, 3 qui va s'associer avec 3, 2, 1. Donc, 3 en rapport avec un, 2 en rapport avec 2, et puis, c'est ça, 3, 1, 2, 3. Oui, oui, un, 2, 3, 3, 2, 1. Donc, 3, 1, 2, 2, 1, 2. Oui, un, 2. Donc, c'est de façon antiparallèle. I est une base purique. Qu'est-ce qu'on dit ici? Laisse-moi voir. Laisse-moi réduire. Et donc, oui, oui. Donc, on parlait de flexibilité dans l'appariement des bases. Donc, et appariement bancal. I est une base purique qui peut s'apparier avec U, C et A, mais pas G. Donc, on peut avoir et codon position 3. Donc, I, c'est une base modifiée qu'on trouve dans la aide de transfert, dans l'anticodon. Donc, on peut avoir, et ici, c'est le codon. Ici, c'est, et disons, si c'est l'acide et c'est le codon, c'est l'ARN messager. Donc, on peut avoir U peut être associé avec A, G, I, ouais, U, A, U, G, ok, U, A, U, G, et même I, C peut s'associer avec G, I, C, G, ouais, C, G, on connaît, c'est l'appariement Watson-Crick, C, G, c'est l'appariement Watson-Crick, A, U, l'appariement Watson-Crick, U, A, appareillement Watson-Crick, U, G, appareillement bancal, U, I, appareillement bancal, U, A, U, puisqu'il s'agit d'ARN, on aurait dû avoir T si c'était ADN, mais puisque c'est ARN, c'est U, AU, et puis AI appareillement bancal, GC appareillement Watson-Crick, et puis GU appareillement bancal. Donc, et pas étonné si nous avons des appareillements qui nous pas habitués. Ouais. Donc, c'est des appareillements bancals. Donc, Hubble, donc avec dans la traduction. Voilà, on vous montre la structure de l'ARN messager. Voici les boucles. Ici, les boucles de l'anticodon. OK, donc ici, c'est l'extrémité 5 prime P, l'extrémité 3 prime OH. Donc, c'est à l'extrémité 3 prime OH qui est terminé par un triplet CCA. C'est à cette extrémité que l'acide aminé va se fixer. Ok, c'est à cette extrémité que l'acide aminé va se fixer. Donc, voici la structure tridimensionnelle de l'ARN de transfert. Donc, ici, on vous montre clairement l'anticodon. OK? Donc, on vous met clairement l'anticodon. Donc, c'est cet anticodon qui va se fixer sur l'ARN messager pour établir la correspondance entre le codon de l'ARN messager et l'acide aminé transporté par l'ARN de transfert. Les ARN de transfert possèdent également un bras de l'acide aminé qui le fixe en 3'. Donc, bras terminé par un triplet, c'est CCA.
OK? Donc, l'acide aminé est fixé sur le ribose. Il s'agit d'une liaison covalente. Une liaison ester riche en énergie. Amen. Et le ribose possède un groupement EOH. OK? Le ribose possède un groupement hydroxyle. N'oubliez pas que c'est l'extrémité 3'OH. L'extrémité 3'OH. Donc, à cette extrémité, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, il s'agit de nucléotides, bien entendu. Euh, vous avez sur le ribose deux hydroxyles qui sont estérifiables. Donc, l'hydroxyle en position 1 a participé dans la liaison avec la base. L'hydroxyle en position 5 participe, participe à la liaison avec le groupement phosphate. L'hydroxyle en position 4 est impliqué dans la formation du pont oxydique. Maintenant, l'hydroxyle position, quelle position? En position 2. Et puisqu'il s'agit de ribose est libre, et l'hydroxyle, quelle est? Oui, oui. Donc, voilà. Donc, l'hydroxyle en position 5 participe à la liaison avec le groupement phosphate et ce groupement phosphate participe et à la liaison avec l'autre nucléotide. Donc, en sorte que et ribose ça, les mêmes liens, deux groupements hydroxyle qui libre, c'est le groupement en 3' et le groupement en 2'. Donc, la liaison entre l'acide aminé et le groupement hydroxyle. Donc, c'est hydroxyle acide aminé. Donc, quel groupement dans l'acide aminé, quel groupe fonctionnel dans l'acide aminé qui va former la liaison avec l'extrémité 3'OH, c'est la fonction acide carboxylique. Donc, si vous avez un groupement OH, alcool, qui réagit avec une fonction acide carboxylique, donc ça baillon ester. La baillon ester. Donc, la liaison ester, ici, c'est une liaison riche en énergie. OK? La liaison ester, c'est une liaison riche en énergie. Donc, en sorte que l'énergie contenue dans cette liaison va être libérée et au moment de la synthèse de la liaison va être libérée et utilisée pour la synthèse de la liaison peptidique. OK? Donc, l'énergie contenue dans cette liaison ester, la liaison ester unit l'acide aminé à l'ARN de transfert. Maintenant, étant donné que l'ARN de transfert va transférer cet acide aminé à une chaîne polypeptidique en croissance, donc cela sous-entend, à un moment donné, il faut qu'il y ait rupture de cette liaison ester. Mais la rupture de cette liaison ester va libérer de l'énergie et une partie de cette énergie va être utilisée pour fixer l'aminoacide pour fixer le résidu d'acide aminé sur la chaîne polypeptidique en croissance. Donc, ici, il y a un couplage entre une réaction qui libère de l'énergie et une réaction qui utilise de l'énergie. Donc, en biochimie, on appelle ça couplage entre une réaction exergonique et une réaction endergonique. Donc, les acides aminés ne vont ainsi pas arriver libres sur le ribosome, okay, mais associés à leur ARNT respectif. On trouve 40 à 60 ARNT différents par cellule. Il existe, donc vous comprenez, donc il y a 20 acides aminés, alors qu'il y a 40 à 60 ARNT différents par cellule. Donc, cela signifie que il y a plusieurs, et un acide aminé peut avoir plusieurs transporteurs, plusieurs ARN de transfert. Donc, les ARN de transfert
qui transporte un acide aminé s'appelle ARN de transfert isoaccepteur, c'est-à-dire des ARN qui acceptent de transporter le même acide aminé. Donc, un ARN de transfert ne peut pas transporter deux acides aminés différents. Un ARN de transfert ne peut pas transporter des acides aminés différents. Donc, et c'est très spécifique ici. Donc, plusieurs ARN de transfert peuvent transporter un seul acide aminé, mais un seul ARN de transfert ne peut pas transporter plusieurs acides aminés. Donc, les ARN de transfert existent sous deux formes dans la cellule. Forme non chargée, c'est-à-dire que l'acide aminé n'est pas encore fixé, et la forme chargée, et l'acide aminé est fixé. OK? Donc, maintenant, cette fixation sera assurée par des enzymes. On reviendra là-dessus. Par convention, les différents types d'ARN de transfert sont nommés en faisant référence à l'acide aminé qu'ils reconnaissent. Ils reconnaissent, par exemple, acide aminé, ARN de transfert non chargé. Le signe, c'est ARNT bleu, asparagine, ARNT ASP, pour indiquer que cet ARN de transfert est spécifique à cet acide aminé qu'on appelle asparagine. Maintenant, lorsque l'ARN est chargé, donc le symbole de l'acide aminé va être répété deux fois. OK, c'est comme suffixe et préfixe. Le, c'est-à-dire que l'ARN est chargé, le ARNT, le as, asp, liaison ARNT, asp. Donc, voilà comment écrire le nom des ARN quand ils sont chargés et quand ils sont non chargés. OK, donc changement de l'acide aminé sur l'ARN de transfert. Donc, c'est la dernière partie qu'on va voir pour aujourd'hui. Et cette dernière partie et qu'on va voir pour aujourd'hui, le changement de l'acide aminé sur l'ARN de transfert. Donc, n'oubliez pas que les ARN de transfert sont spécialisés dans le transport des acides aminés et chaque ARN correspond à un acide aminé, mais il existe par exemple pour un seul acide aminé plusieurs ARN de transfert, donc on les appelle ARN de transfert isoaccepteurs. Donc l'acide aminé va se fixer à l'extrémité 3' H et à cette extrémité on trouve dans tous les ARN de transfert un triplet terminal qui c'est CCA. La formation du complexe aminoacyl ARNT. Pourquoi on parle de aminoacyl ARNT? Aminoacyl, c'est parce que l'acide aminé, étant donné qu'il est fixé sur un ARN, donc il n'est plus acide aminé, c'est un résidu. C'est un résidu d'acide aminé et les résidus d'acide aminé, on les appelle aminoacyls. C'est comme si vous avez méthane. OK, maintenant, si vous convertissez méthane en groupement méthyle, ouais, méthane, méthyle, donc le CH3 n'est plus méthane. Donc, si vous avez un acide aminé libre, donc ce sera acide aminé, mais quand l'acide aminé est incorporé, OK, dans une chaîne, quand l'acide aminé forme une liaison avec une autre molécule, donc on l'appelle résidu d'acide aminé et par conséquent, le nom c'est aminoacyl et non aminoacide. Donc, le complexe aminoacyl, c'est quoi en réalité? C'est le complexe formé par l'ARN de transfert et l'aminoacide. OK, l'aminoacide. C'est-à-dire qu'il y a une réaction entre le groupement acide carboxylique de l'aminoacide et le OH en 3' de ribose du dernier nucléotide, adénine, OK, adénosine et
adénosine et phosphate, adénosine phosphate, parce que n'oubliez pas que l'extrémité pour H est terminée par CCA. Donc, c'est-à-dire que c'est l'adénosine qui aura cette chance, ce privilège de recevoir l'acide aminé à transporter. OK? Donc, la formation du complexe aminoacyle ARNT nécessite un aminoacyle ARNT synthétase. Donc, c'est cette enzyme qui va catalyser la formation de la liaison ester spécifique de l'acide aminé. Donc là, on parle d'enzymes. L'une des propriétés des enzymes, c'est leur spécificité. Donc, c'est-à-dire que pour chaque acide aminé, vous allez avoir un enzyme spécifique. Pas question de un seul enzyme pour tout acide aminé, non. Chaque acide aminé, même gens yo gagne transporteur par yo, et bien yo gagne aussi enzyme qui pour fixer sur ARN2 transfert. Donc, ce complexe doit ainsi reconnaître toutes les formes de codon de cet acide aminé. Le changement correct de l'acide de l'ARN de transfert est un élément important dans la fidélité de la traduction. L'acide aminé est tout d'abord activé. OK? L'acide aminé est tout d'abord activé. Donc, avant que l'acide aminé ne soit fixé sur l'ARN de transfert, mais il doit être activé et cette activation nécessite de l'énergie sous forme d'ATP pour permettre la formation en main de la liaison entre l'acide aminé, la formation d'un aminoacyle adénosine monophosphate, d'aminoacyle adénosine monophosphate. En fait, la forme activée de l'aminoacyle, la forme activée de l'aminoacide, la forme activée de l'acide aminé, c'est aminoacyle adénosine monophosphate. La forme activée. Pourquoi la forme activée? C'est parce que, en fait, il y a une liaison anhydre, mixte mais phosphoanhydre, une liaison phosphoanhydre qui est formée entre l'acide aminé et le groupement phosphate de adénosine monophosphate. Le groupement phosphate de adénosine monophosphate. Donc, cette liaison est phosphoanhydre ou bien liaison anhydride mixte, c'est une liaison riche en énergie. Donc, cette richesse, cette énergie, rend l'acide aminé actif. Donc, avant que l'acide aminé ne soit fixé sur la RN du transfert, cet acide aminé doit être activé et l'activation se fait par réaction entre l'acide aminé et ATP. Donc, la réaction entre l'acide aminé et ATP donne quoi? Eh bien, l'acide aminé l'ATP va perdre deux groupements phosphate. C'est-à-dire que l'ATP, c'est adénosine triphosphate. Mais l'ATP va perdre deux groupements phosphate. Donc, on va obtenir le pyrophosphate qui va après être hydrolysé en 2PI. OK? Et il reste AMP. Donc, AMP va se lier à l'aminoacide pour donner aminoacyle adénosine monophosphate. Donc, l'aminoacyle adénosine monophosphate, c'est la forme active de l'acide aminé. Maintenant, la liaison formée entre la RNT et l'acide aminé est une liaison covalente de type carboxyester. Les aminoacides ARNT synthétase sont au nombre de 20 dans la cellule, ouais, au nombre de 20, autant qu'il y a d'acides aminés qui rentrent dans la traduction. L'acide aminé complexé peut ainsi s'associer à la chaîne. OK, donc ici, qu'est-ce qu'on vous montre? Regardez-moi bien, donc on va voir ça ensemble. Donc, vous avez ici l'ATP, voyez bien, voici l'ARN. Voici ici, on a un acide aminé. OK, voici le groupement R, le carbone alpha, voici le groupement carboxylate, et puis
et le NH3+. Donc, c'est un acide aminé. Donc, cet acide aminé va être d'abord activé. Donc, l'activation se fait par réaction avec ATP. OK? Donc, l'ATP possède trois groupements phosphate. Donc, cet ATP va être hydrolysé. Donc, l'hydrolyse, vous voyez, l'eau, P2O7. OK? Donc, l'hydrolyse va libérer quoi? L'hydrolyse va libérer deux groupements phosphate. Ici, c'est le pyrophosphate, P2O7 4-, c'est le pyrophosphate. OK? Les deux phosphates sont libérés. On vous montre les deux phosphates, les boules. Donc, les deux phosphates sont libérés. Donc, si ATP perd deux phosphates, qu'est-ce qu'il reste? Il reste AMP, adénosine monophosphate. Donc, l'adénosine monophosphate va se fixer sur l'acide aminé. OK, l'acide aminé, voilà ici. Donc, on a aminoacyle AMP. Donc, vous voyez AMP. Donc, il y a l'adénosine, le système bicyclique, la base qui est liée à ribose qui est en rouge. Et puis, ribose est liée à cette boule bleue qui représente un groupement phosphate. Et le groupement phosphate forme une liaison carboxy-ester avec le groupement carbonyle de la fonction acide carboxylique. Donc, ici, c'est une liaison anhydride mixte. OK, c'est une liaison riche en énergie. Mais cette énergie va être libérée et utilisée, OK, pour la fixation de l'aminoacide sur l'ARN de transfert. OK, on revient ici. Donc, les deux phosphates qui sont libérés ici, c'est pyrophosphate, mais ces deux phosphates vont être à leur tour hydrolysés en deux groupements phosphates et par une enzyme qu'on appelle pyrophosphatase. Donc, ça, cette première étape, c'est l'activation de l'acide aminé. Donc, l'acide aminé étant activé, donc cet acide aminé activé va être transféré sur l'ARN de transfert. Donc, l'ARN de transfert ici, c'est vert. Et ce schéma en vert, donc c'est l'ARN, cette image, cette forme en vert représente l'ARN de transfert. Donc, voici l'ARN de transfert avec l'extrémité et 3'OH. Donc, ici, c'est adénine. OK, pas oublier que c'est CCA. Donc, le dernier nucléotide est formé à partir de l'adénine. Donc, on vous montre clairement le groupement hydroxyle, c'est-à-dire que c'est le groupement hydroxyle qui va réagir avec l'extrémité, avec la liaison anhydride mixte, OK, pour pouvoir accepter l'aminoacyle. OK, donc voici les flèches qui vous indiquent la réaction. Donc ici, l'aminoacide et l'ARN de transfert est libre, est non chargé, et ici, il est chargé. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'aminoacyle est transféré à l'ARN de transfert. OK, voyez bien quelle extrémité et la liaison entre l'ARN de transfert est formée entre adénine, entre le groupement hydroxyle de l'adénine et le groupement carboxylique de l'acide, de l'aminoacyle. Et ensuite, il y a libération de AMP. Donc, cet AMP va être est transformé en ATP de façon à assurer la continuité de ces réactions. OK, donc voilà, ici, il y a deux étapes ici. C'est l'activation de l'ARN de l'acide aminé et puis le changement de l'ARN de transfert. OK, donc on reprend encore ici le changement. On reprend le changement. Donc voici l'enzyme. OK, voici l'enzyme. Donc il y a le site actif. Il y a un site actif pour l'enzyme. Le site actif, OK, le site actif lie l'acide aminé et l'ATP. Ouais. Donc ici c'est l'enzyme aminoacyle ARN transférase. Donc
Vous avez un site pour l'aminoacide, l'acide aminé, et puis voici ATP qui arrive. OK, les deux sont fixés sur l'enzyme. L'ATP perd deux groupements phosphate et se lie à l'acide aminé sous forme d'AMP. Voilà, donc voici la liaison. Les deux phosphates sont libérés sous forme de pyrophosphate et pyrophosphate va être hydrolysé à son tour par pyrophosphatase en 2-PPI. Et puis, qu'est-ce qui reste de l'ATP? C'est adénosine monophosphate qui est même lié avec l'acide aminé, ça, ce qui donne l'aminoacyle adénosine monophosphate. Ensuite arrive la RN de transfert. Donc la RN de transfert réagit avec l'aminoacyle adénosine monophosphate. Donc l'aminoacyle adénosine monophosphate transfère le radical aminoacyle à l'ARN de transfert et l'AMP, adénosine monophosphate, est libérée. Donc, cette adénosine monophosphate qui va être utilisée et qui va être convertie en ATP ultérieurement. OK, donc l'enzyme à ce moment libère donc l'acide aminé activé. Donc l'enzyme libère l'acide aminé et l'ARNT est chargé. Et puis, donc là, et puisque l'ARNT est chargé, donc la prochaine étape, c'est l'initiation et c'est la fixation de l'acide aminé sur la chaîne et polypeptidique en croissance. Donc, on s'arrête ici. Et donc, semaine prochaine, donc, nous poursuivons avec l'initiation de la traduction. Donc, si vous avez des questions, donc vous pouvez les poser à la rubrique et commentaires en dessous de la vidéo. Bon visionnage à tout le monde.